مقر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو اجلاس بین المللی با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت 19 سپتامبر 2013 28 شهریور 92. فراخوان به آمریکا و سازمان ملل متحد برای اقدام فوری جهت نجات 7 گروگان اشرفی، استقرار کلاه آبی ها در لیبرتی و اجرای تعهدات حفاظتی. برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه 2007-2010، وزیر بهداشت فرانسه در ریاست جمهوری فرانسوا میتران و در دولت‌های بعدی فرانسه در سالهای 1997 تا 2002 کاندیدای کمیسر عالی پناهندگان ملل متحد در سال 2005. نخست وزیر سید احمد غزالی، دکتر ژان شارل ریل رئیس شورای شهر ژنو، طاهر بومدرا مسئول پرونده اشرف در سازمان ملل، پروفسور گودوین جیل استاد آکادمی حقوق انسان دوستانه ژنو، فرانسوا کولکومبه بنیانگذار سندیکای قضات فرانسه و کریستیان پرگو رئیس پیشین شورای قانونگذاری ژنو. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Madame la Présidente, Messieurs les courageux. Vous êtes tous courageux dans cette salle. Il va bien falloir. Moi, je suis venu, je me souviens des conseils de Monsieur Ghazali. Je ne vais pas... Enfin, je vais me mettre quand même un peu en colère et dire mon indignation. Parce que ce que nous venons d'entendre est merveilleusement résumé par les orateurs précédents et par vous, Madame Rajavi, vous avez donné des détails qui sont insupportables. Nous sommes de stupidité en stupidité, de contradiction en contradiction, mais de crime en massacre. Alors en somme, Monsieur le Premier ministre irakien, Monsieur Maliki, qui a été mis en place par les États-Unis d'Amérique, dont l'ennemi principal est l'Iran, sert l'Iran sans que les États-Unis protestent. Alors j'ai eu la triste idée, première fois que j'ai rencontré Monsieur Maliki, de penser très fortement et de dire très haut. J'étais ministre des Affaires étrangères de la France, c'était pas comme ça qu'on devait s'exprimer. Devant les capacités de cet homme, et surtout mon doute devant la moralité de cet homme et les liens qui l'unissaient, les unissaient les uns et les autres, mais surtout Monsieur Maliki, à l'Iran. Tout ça était visible, non? Tout ça crevait les yeux. Eh ben non. Je me souviens qu'à cette époque, il y avait un monsieur Alaoui, qui avait d'ailleurs gagné les élections, mais qui avait l'horrible défaut d'être un laïc. Eh bien, c'est pas celui-là qu'on a choisi, même s'il avait gagné les élections. On a choisi un type soumis au pouvoir religieux et surtout soumis à l'Iran. Il faudra quand même qu'un jour on reprenne toutes ces contradictions et bien d'autres de la guerre d'Irak. Et bien d'autres. Enfin, je parle de la guerre américaine en Irak. Parce que M. Maliki, dont je pense, et vous avez raison, M. Riel, vous avez raison de dire que c'est un crime d'État, c'est un crime du Premier ministre d'un État. Parce que sans lui, il n'y aurait pas eu d'ordre. Et c'est lui qu'il faut accuser. Et si les Américains ont un peu d'honneur, ils vont exiger que les 7 otages, 6 femmes comme par hasard, et un homme, soient libérés. Mais surtout pas donnés à l'Iran. Enfin ça, ce serait, comment dirais-je, le sommet de la contradiction. Donc, laisser le Premier ministre installé par les Américains agir au nom de l'Irak pour assassiner et livrer des gens protégés par l'ONU, je pense que c'est assez rarement
aussi massif en termes de, comment dirais-je, surhumain de stupidité. J'ai voulu employer d'autres mots, mais je sais qu'il faut s'exprimer poliment. Alors, je suis terriblement indigné. Le problème, c'est que cette expression de barbarie, ce sommet de la barbarie qui s'est déroulé au camp Ashraf. Et c'est vrai, les menaces, madame, c'est vrai que le camp Liberty n'est pas protégé suffisamment. Et vous demandez très justement une protection permanente de l'ONU. Mais ce crime est parfaitement insupportable, si j'ose dire, parfaitement insupportable. Et il faut absolument que chacun des gouvernements, et comptez sur moi pour le faire, soit alerté de façon à réagir auprès des Américains, auprès des Nations Unies, pas auprès de l'Irak, si vous voulez, vous pouvez le faire. Alors ça, j'y crois pas une seconde. Ça, il faut que chacun de nous s'y engage. Et surtout, et vous avez eu raison, monsieur le conseiller, tout de suite, immédiatement avant qu'il soit trop tard, empêcher que ces 7 personnes soient délivrées, ce qui serait immonde. Ce qui serait immonde. Je demande que ce film soit le plus possible proposé à toutes les télévisions, au moins européennes et mondiales, devrait-on, qu'on voit ce qui s'est passé. Dans un camp protégé par 800 ou 700 soldats irakiens, qui étaient là pour permettre à ce commando immonde, ignoble, de passer tranquillement jusqu'aux portes des maisons pour assassiner les Ashrafiers. Voilà ce qui me met encore en colère, et je suis triste que la colère ne gagne pas tous les démocrates. Parce que je voudrais terminer sur ce mot. J'ai dit le choix dangereux, mais nécessaire, admirable, des moudjahidines du peuple en faveur de la laïcité. Ça n'empêche pas de croire en Dieu. Ça n'empêche pas qu'on ait une religion et qu'on y soit complètement fidèle. Ça, c'est l'affaire de tous. On ne parle pas non plus des athées, ça existe, vous savez, mais enfin bon, tout le monde veut une religion. D'accord, ne la mélangez pas avec le gouvernement. Mais rien que dire ça est complètement iconoclaste, complètement interdit dans ces endroits. Deuxièmement, la démocratie. Ce sont ces mots-là qui ont été brisés avec la vie des habitants des 52 du camp Ashraf. Démocratie, ils ne veulent pas en entendre parler. Laïcité, ils ne veulent pas en entendre parler. C'est comme un gros mot. C'est comme une insulte. Eh bien, j'affirmerai contre ces gens-là, qui sont mes ennemis, et qui sont tous nos ennemis à nous, ici dans cette salle. C'est déjà pas mal. J'ai commencé par dire que c'était une contradiction parce que nous sommes dans une salle des Nations Unies. Alors, si allez, on va protester contre la carence des Nations Unies dans une salle des Nations Unies, ça se mord la queue quand même, hein. Enfin bon, c'est mieux que de ne pas avoir de salle du tout. Et encore, je ne suis pas sûr. C'est un double emploi qui me fait beaucoup de peine. Ne cessons pas, mes chers amis, en exigeant une enquête, bien sûr, et de la part des responsables des Nations Unies, c'est-à-dire du Haut Commissariat des Nations Unies, et de Mme Pillay elle-même, que je connais, et qui est une femme très bien. Mais on n'est pas prisonnier d'un, comment dirais-je, c'est un carcan aussi de temps en temps, les Nations Unies, j'en sais quelque chose. Madame Pillay et Monsieur Gutiérrez, c'est un homme très bien. Il faut qu'ils sauvent l'honneur de leurs agences. Il faut qu'ils aillent eux-mêmes. Je sais qu'il est très pris, Monsieur Gutiérrez. Il y a 2 millions de réfugiés qui viennent de Syrie. Mais ça, c'est un crime inacceptable, comme tous les crimes, mais celui-là particulièrement plus encore. Et il est inacceptable et inaccepté parce qu'il contient cette haine de la laïcité, du combat des femmes et de la démocratie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame Rajavi, ladies and gentlemen, as the
Chairman has just mentioned, I'm here as an international lawyer, as someone who has specialized in international refugee law over several decades, but I'm also here, of course, to share in the outrage and the sorrow of us all at this fearful massacre that has taken place. But I want briefly to say something else, to say something perhaps rather dry, less emotive, something about responsibility, and in particular about legal responsibility, because I do believe that these legal issues do carry weight and must be attended to. I want to start just by recalling how often the UN General Assembly has reaffirmed what to us international lawyers is a basic, obvious principle, but something that does call for reiteration from time to time. It's reaffirmed a well-established principle, something that has been around in the relations between states since sovereignty came onto the agenda. And that is that the state is responsible for what occurs within its territory. And that if the conduct of the state, whether it acts or whether it fails to act, if the conduct of the state violates the international legal obligations of the state, then that state is responsible at international law. So for these tragic circumstances, the state of Iraq is, as a matter of international law, responsible, not only because it is sovereign, but also, as Madam Rajavi has reminded us, because it has itself committed itself to assurances, written and oral assurances. It has undertaken specific obligations towards other states with regard to the treatment of those in Ashraf and Al Liberty. It has undertaken obligations towards the United Nations, and it has undertaken obligations towards the individual refugees and asylum seekers. It is these facts which are the basis, too, of Iraqi responsibility in international law for what is clearly a crime against humanity. Now, equally, international law governs the status and protection of those who have been taken hostage, as indeed it does govern the status and protection of all those in Camp Liberty or Ashraf. As asylum seekers, as refugees, they have an internationally recognized legal status. And again, the responsibility of the state is engaged, because it is clearly the case that in its capacity as sovereign, Iraq has not only control over its territory, but knowledge. It is in possession of knowledge of the facts relating to the hostages. And in the particular circumstances of the present case, international law, customary international law, the treaties to which Iraq is a party, binds Iraq not to refool those who have been detained as a result of this tragic incident, not to send back these individuals to any country in which they are at risk of persecution, of torture, of ill treatment, of death. We have also heard of the other institutional responsibilities which I will do no more than underline. That of the High Commissioner for Refugees, for example, or that of the High Commissioner for Human Rights. UN institutions at large then have special responsibilities in relation to the protection of those in Iraq, both to ensure their protection and to ensure the finding of solutions for those unable to remain in that country. And of course, as we do know, solutions requires the active cooperation, not just of UN organizations and agencies, but of states at large. And there is finally a dimension which international law is increasingly paying attention to, that dimension of justice which attaches to individual responsibility. Many of you perhaps will have seen in the documentation which has been issued in connection with this tragedy the names of those Iraqi officials and others, military and others, who have been responsible, who are responsible for what has occurred in Ashraf. It seems to me essential that that genesis of a database be developed, that names be added to it to identify those who have been responsible for this massacre, with a view to their prosecution, that this database of names of individuals be shared
with appropriate international institutions like Interpol, of course, but more widely, that it be shared with civil society at large. There is a broader international responsibility, a responsibility of the international community of states at large, to uphold the rule of law, to deny impunity for those responsible for international crimes. And it is essential that momentum be given to the prosecution of those who are accused of engagement, of involvement in such activities. As an international lawyer, for me, the law is clear in relation to what has gone on in Ashraf and in Iraq. It is absolutely clear. But justice requires more than clarity in the law. It demands more than silence. It requires action. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. Chairperson. Thank you for these kind words towards me, towards my personality. Ladies and gentlemen, I would like to share with you some realities of Ashraf and the situation in Iraq. And I would like you to draw your own conclusions from what you will hear. I was the lead person on Ashraf file, and I was also the advisor of the Special Representative of Secretary General in Baghdad. I was visiting Ashraf every week. And when I arrived to Ashraf, before we land, I always ask the pilot to hover around Ashraf so that I see closely the whereabouts of everybody and who's doing what. And I could tell you that Ashraf is a highly fortified camp where nobody, nothing could penetrate into the camp without the active preparation and support of the Iraqi police and army. I used to make a joke with one of the officers, telling him how many foxes crossed the fence into Ashraf, because they know little details. There are observation towers in every corner of the camp. In the south, in the east, west, and the north. After the events of 8 April 2011, the Iraqi forces took 40% of the northern side of Ashraf and built this berm which crosses Ashraf from east to west, 5 meters high, and BMPs, these infantry mechanized tanks, were placed on top of these berms with their tanks directed to residential areas. Every little detail is observed on an hourly basis. Nothing could go into Ashraf without being seen, and the officers of the military police have the full powers. Their powers override the police. There is a battalion of police in Ashraf and a battalion of the mechanized infantry. And the captain in charge of the military police is the one in charge, and he gives orders to colonels who are in charge of the police and the army. So the military police is in fact in charge of Camp Ashraf since 2009. Now, when I hear that there is doubts raised about who did it, it shocks me. It shocks me because I know exactly the mechanism, how it's done. They did it in 2011, and it was
me who did the fact-finding. And I spoke directly to those who committed the crime in April 2011. And they tried to put the blame on the Ashrafis, but in the end they recognized they did it. My counterparts in the American embassy also tried to hide the realities, but they told me, oh, you know, the situation got out of hand, and the Iraqi army could not sort of monitor the situation closely. But they went into Ashraf on the 10th of April and did not inform me, because there are some conventions, working arrangements that we inform each other. And I went to Ashraf on the 13th of April to just find out that the Americans have been there before me. And they didn't say anything. They kept quiet. The report about the massacre of April 2011 was sent here to Geneva in irregular manner, because I was not allowed to send the report through the normal channel. That means if I don't send it in irregular manner, we would have covered it up. Now coming to the 1st of April, 1st of September, this last massacre. Madam the President, you remember in the ceremony of the iftar, I warned and I said it's going to happen. And I was not sort of guessing. It's built on the information I shared with the Iraqi authorities. They did share lots of information with me, and including the fact that they will do these things of attacking and eventually extraditing a number of them. And let me very briefly, Mr. President, also brief you on how things are done in UNAMI. So for you to understand that there is nothing that happened to the Ashrafis, and that is a secret to UNAMI. Look at the institutions of UNAMI. Which sections deal with the situation of security? There are 3 institutions within UNAMI. The first one, called POLAD. POLAD is an institution of the police that advises UNAMI on security from the police side. Second institution is MILAD, Military Advisors. The MILAD coordinates with the Iraqi army and also shares security issues. Third institution is DSS, Department of Safety and Security. Department of Safety and Security over sort of view the whole security situation together with the Chief of Staff of the Iraqi army and the security of the Prime Minister. So I'm surprised that the statements made sort of pretending that there is a doubt who did it. There is no doubt. And I could confirm in this meeting, and I hope the press or the UN personnel existing in this room would challenge what I'm saying. I'm telling you that it was done by the Iraqi army, coordinated by the Prime Minister's office, ordered by Falah Fayyad, the National Security Advisor. Now, where are the abducted 7 people? Here again, it's not a secret. There is no way for UNAMI not to know. There is no way for the American embassy not to know where they are. And I'm telling you from my experience. When the 36 in 2011 were taken from Al-Khalis, they disappeared. And I followed them. Where were they? They were in Baghdad in the Green Zone, 50 meters away from UNAMI headquarters, also 50 meters from the Iraqi presidency.
in a building with a label on it, the High Council of National Education. Under the National Education, it was used as secret prison. They kept them there. I went to visit them. In the presence of the Iraqi security officers, I told them, now you are my neighbors. I will visit you every day. Next day I went to visit them. They were removed. They were taken to the airport to a prison called Al-Muthanna. This is a pattern of behavior that repeats itself constantly. And I'm telling you that UNAMI knows very well this pattern and knows also, shares the information with the Iraqi military apparatus and the other organizations. ICRC, UNHCR know these things as well. We used to sit down and share this information on a daily basis among ourselves and with the diplomatic community. So things are clear, the responsibilities are clear, and it's time, it's really time to hold the UN accountable for what's happening. Because I do not believe that they do not know. I said in last August that this is predictable and preventable. Nothing has been done. We witnessed a crime against humanity, and accounts must be done. Thank you very much for your attention. Donc beaucoup de choses ont été dites, bien mieux que je n'aurais pu le faire, et je vais simplement mettre l'accent sur un ou deux points. Au nom du Comité français pour un Iran démocratique, qui est composé de parlementaires, anciens ministres, magistrats, toutes personnes impliquées dans la vie publique en France, qui depuis très longtemps, certains même avant la création du comité, se sont mobilisés pour défendre l'OMPI, qui a beaucoup souffert, car ce qui se passe là n'est qu'un événement dramatique dans une série d'événements qui ont été dramatiques à des titres divers. En particulier, vous le savez sans doute, vous en souvenez sans doute, les USA, à un moment pour faire une bonne manière à l'égard du régime iranien, avaient inscrit l'OMPI sur la liste des organisations terroristes. Ils avaient ensuite utilisé tout leur poids pour inciter les Anglais d'abord, puis l'Europe, à faire la même chose. Il a fallu des combats juridiques longs, difficiles, pour que l'OMPI soit radié de ces listes. Je voudrais, sur ce point, dire une chose qui n'a pas été assez dite. C'est que les décisions qui ont été prises, les décisions judiciaires et les décisions politiques, ont établi non pas que l'OMPI ne devait plus être inscrite sur les listes des organisations terroristes, mais qu'elle n'aurait jamais dû y être, et que les éléments qui avaient été relevés contre elle étaient des éléments erronés, voire des mensonges délibérés. Disons-le clairement, l'OMPI est parmi les organisations démocratiques qui luttaient contre le régime intégriste et théocratique qui est en place en Iran, probablement une des seules à avoir survécu. C'est une organisation démocratique, une organisation laïque et une organisation qui donne aux femmes leur place, la présidente étant une femme. C'est un symbole, mais c'est un symbole qui n'est pas innocent. Car il y a un point sur lequel je crois qu'il est utile d'insister encore, c'est que parmi les otages, il y a 6 femmes, comme par hasard, un seul homme, 6 femmes. Pourquoi 6 femmes? Elles étaient les moins nombreuses à l'intérieur du camp, beaucoup ont été abattus. On a gardé 6 femmes, évidemment pour les livrer à l'Iran. Je ferai encore appel à un souvenir qui n'est pas si ancien. Lorsque nous essayons de lutter, sans succès, je dois le dire, contre la tentation et la pratique généralisée de la peine capitale en Iran, vous savez que l'Iran est le pays dans lequel, proportionnellement à la population, cette peine est davantage utilisée que partout ailleurs au monde. Notre attention avait été attirée sur le fait que le régime était différent, l'exécution capitale était différente pour les femmes et pour les hommes. Et une célèbre vidéo montrait 3 hommes qui allaient être exécutés, pendus à des grandes grues, et une femme. Et on voyait le bourreau s'approcher de la femme, déplacer le nœud coulant,
on mettait le nœud coulant sous le menton de la femme alors que les hommes avaient le nœud coulant ici. Les 3 grues s'élevaient et on voyait les corps des 3 hommes qui arrêtaient de gigoter très vite et la femme, pendant à peu près 10 minutes, continuait de souffrir. Pourquoi? Parce que dans ce régime, eh bien, quand on exécute la peine capitale contre les femmes, on l'exécute d'une autre façon que pour les hommes. On rajoute la torture à l'exécution. Le seul vrai combat des laïcs, c'est d'affirmer cette égalité. C'est probablement par là que les choses pourront changer dans le monde. C'est un combat central et ces malheureuses qui sont actuellement otages, espérons que nous arriverons à les délivrer. Qu'enfin, la commissaire de l'ONU pour les droits de l'homme soit une femme, je pense lui fait peut-être une obligation supplémentaire, s'il était possible, de tout faire pour que ces femmes nous soient rendues à la liberté, pour qu'elles échappent à ce qui les attend. Voilà, j'en ai terminé. Et en cela, Madame la Présidente, je crois avoir exprimé à la fois réellement ce que je ressens très profondément, car ce dossier qu'on peut aborder de façon juridique, un peu distanciée, un peu froide, il arrive des moments où on ne peut que qu'exprimer la passion qu'on ressent dans ce dossier. J'en ai terminé. Madame la Présidente, j'aimerais tout d'abord vous exprimer, à vous, Madame la Présidente, et aux familles et aux amis des victimes d'Ashraf et aux Moudjahidines dans leur ensemble, j'aimerais vous exprimer ma sympathie infinie aujourd'hui devant l'horreur de la situation. Et j'aimerais rendre hommage à ces hommes et à ces femmes qui ont vraiment été victimes de la barbarie irakienne et iranienne. Parce que la barbarie s'est déchaînée à Ashraf le 1er septembre 2013 sur une population pacifique qui était simplement là pour terminer les affaires de ce camp avant de partir à Liberty. Et ce n'était pas la première fois que cette barbarie s'abattait sur les opposants iraniens. Nous en avons aussi parlé, comme s'il fallait, et nous avons aussi évoqué le terme de génocide au début de cette réunion, comme s'il fallait que les Moudjahidines, toutes les Moudjahidines et tous les Moudjahidines disparaissent. Nous avons vu que les images étaient insoutenables. Un véritable crime contre l'humanité, nous l'avons dit aussi, et qui doit hanter tous ceux et toutes celles qui ont la responsabilité de Liberty et d'Ashraf, l'ONU, les États-Unis, qui l'ont dit et répété, et qui laissent faire. C'est du laisser-faire des forces irakiennes qui agissent sous les ordres des Iraniens. Je reprendrai ces femmes. Elles sont 6 comme otages. Elles sont 6 aussi à avoir été victimes à Ashraf. Elles sont tombées pour leur soif de liberté, de démocratie, de laïcité. Ces femmes qui avaient la responsabilité du camp. Et ce qui est insoutenable pour le régime des mollahs, c'est qu'elles sont un danger vivant pour ce régime qui prône tout le contraire. Et ces personnes, ces femmes, représentent aussi pour le peuple iranien, pour la jeunesse, pour les femmes, un espoir, un grand espoir. Simplement, la question qu'on peut se poser, je ne reprendrai qu'une ou deux choses, est cette grave question qui doit être posée aux États-Unis et à l'ONU, est de savoir pourquoi ils n'ont pas pris au sérieux aucun des rapports et des informations qu'ils ont eues. Ils en ont eu. Et on pourrait dire qu'il s'agit d'un des seuls cas dans l'histoire des Nations Unies où le secrétaire général ne peut pas dire qu'il n'était pas au courant, qu'il n'avait pas d'informations. Parce que, et nous l'avons évoqué aussi, l'organisation des Moudjahidines est aujourd'hui la seule organisation, la seule opposition organisée et forte qui provoque la peur et l'inquiétude chez les mollahs de Téhéran. Mais aujourd'hui, nous sommes là aussi et surtout pour sauver les otages.
sauver ces 7 otages qui sont emprisonnés depuis 20 jours en Irak sans aucune raison. Il ne faut pas, nous devons mettre toutes nos forces en commun, nous devons nous faire entendre au-delà de cette salle, nous devons nous faire entendre de toutes celles et de tous ceux qui ont les responsabilités dans cette affaire, et savoir et qu'ils sachent qu'il n'y aura aucune impunité pour eux. Mais nous savons en tout cas que si ces personnes étaient livrées à l'Iran, elles seraient assurément torturées et exécutées. Nous devons obtenir leur libération immédiate, non pas dans 1 mois, non pas dans 2 mois, mais immédiatement, tout de suite, leur vie est en danger. On vient d'apprendre qu'elles sont isolées les unes des autres, qu'elles sont constamment menacées d'être remises aux autorités iraniennes. Nous devons réveiller cette communauté internationale, ne plus permettre ce silence dans lequel nous nous trouvons. Cette communauté doit se réveiller. Il ne s'agit plus de transiger, de discuter, mais d'imposer le droit humanitaire. Tous les otages, nous l'avons dit aussi, ont le statut de personnes protégées par la 4e Convention de Genève et sont des demandeurs d'asile sous protection internationale. Et je vais m'arrêter en disant simplement que nous exigeons ici, avec les grévistes de la faim qui sont là, que nous puissions sauver ces otages et que nous intervenions partout où nous le pouvons pour qu'ils soient sauvés le plus rapidement possible. Je vous remercie. Thank you very much. I'll be very brief. Last week there was a celebration of the 15th year of the ICC, International Court of Justice, and I spoke as a case with him. He was in the panel. The president of the court was here in this home, and also last year in the Nobel Institute of Norway, the Prosecutor General, Madame Futu, of the International Court of Justice was there. And I just talked to them, and there are some possibilities that the International Court of Justice takes up this case, because on the 3rd condition, the Prosecutor General himself or herself can initiate proprio motu, a case. And I will draw the attention of the international lawyers to really try to find out these possibilities in order to take this case to the ICC. Thank you very much.